Je m'appelle Aline, j'ai 26 ans, et je suis aide-soignante dans un petit hôpital public. C'est mon premier vrai poste depuis que j'ai obtenu mon diplôme, et j'étais fière de pouvoir enfin travailler, aider, sauver. Enfin, c'est ce que je croyais. Mon affectation était surnommée le couloir B par les anciens. Un long couloir jauni par les années, aux néons clignotants et aux fenêtres opaques. Pas de clim, pas de rideau. Juste l'odeur de l'eau de Javel, mélangée à celle de la sueur et de la mort. Dès mon premier jour, j'ai senti quelque chose de déplacé. Les patients évitaient de regarder ce couloir. Certains, même dans leur fièvre, faisaient le signe de croix ou murmuraient des prières quand je m'éloignais vers cette aile. Un médecin, le docteur K, m'a prise à part une fois. Il m'a dit en chuchotant: ne reste jamais après minuit dans le couloir B. Peu importe ce qu'on te demande. J'avais ri. Un peu nerveusement, oui, mais ri quand même. Je pensais à une vieille blague de bizutage. Le premier mois, rien. Rien d'anormal. Sauf peut-être que la chambre 12 n'était jamais ouverte. Elle n'apparaissait même pas sur le plan du service. On passait devant sans la regarder. Une simple porte métallique, sans poignée extérieure, sans numéro. Mais je sentais qu'elle m'observait. Puis, une nuit, tout a basculé. C'était une garde de week-end, et j'étais seule dans l'allée. Il était 3h13, j'en suis certaine. Je venais de finir de poser une perfusion à un patient dans la chambre 14 quand j'ai entendu un hurlement. Un cri de femme. Long, glaçant, venu de l'enfer lui-même. Il venait de la chambre 12. Je me suis figée. Le cri s'est répété, plus aigu, comme si on lui arrachait quelque chose d'invisible, d'essentiel. Puis, silence. Un silence qui vous pousse à devenir fou, à vous convaincre que vous avez tout imaginé. J'ai couru à l'accueil. Vous avez entendu, ai-je demandé à l'interne de garde. Il a à peine levé les yeux de son écran. Non. Quelqu'un a crié. Dans le couloir B. C'était une femme. Peut-être une patiente. Il a juste soupiré et dit: il n'y a plus de femmes dans l'aile depuis longtemps. Je suis restée là, debout, incapable de répondre. Comment ça, plus de femmes? Et les patients? Et le hurlement? Et puis j'ai vu son regard. Pas moqueur du tout. Fatigué. Résigné. Comme s'il savait, mais qu'il avait abandonné depuis longtemps l'idée qu'on pouvait y changer quoi que ce soit. J'ai décidé de ne rien dire, de finir ma garde, de me taire comme les autres. Mais chaque nuit suivante, à 3h13 précises, le hurlement revenait. Toujours la même voix. Toujours la même intensité. Toujours la même douleur. Et puis, une nuit, j'ai fait ce qu'on m'avait interdit. Je suis retournée dans le couloir B à 3h13. Je me suis approchée de la chambre 12. Et je l'ai vue. Une silhouette blanche, flottante. Dos voûté, cheveux tombant sur le visage. Elle hurlait sans bouche, sans yeux. Et sa main pointait vers moi. J'ai couru. Je n'ai rien dit. Pas ce jour-là, pas le lendemain. Mais depuis, quelque chose m'accompagne. Une sensation. Une voix dans ma tête. Je ne dors plus. Et parfois, je hurle dans mes rêves. Je m'appelle Aline. Et je crois que j'ai laissé la chambre 12e voir. Depuis que j'ai vu la femme de la chambre 12, quelque chose en moi s'est fêlé. Je ne parle pas seulement de peur. Non. C'est plus profond. Comme une présence qui ronge doucement, qui s'infiltre dans les creux de mon esprit. Au début, j'ai cru que ça allait passer. Que c'était le stress, le manque de sommeil, le choc peut-être. Mais les symptômes sont devenus plus étranges. Je faisais des cauchemars. Des rêves flous où je me retrouvais attachée à un lit d'hôpital, incapable de bouger, pendant qu'une silhouette blanche approchait avec une seringue noire. Toujours la même. Mais c'est en journée que l'horreur a commencé à se mêler à la réalité. Un jeudi matin, un patient est arrivé aux urgences. Un homme d'une 50aine d'années, visiblement en détresse respiratoire. Il toussait, transpirait, tremblait de tous ses membres.
J'ai accouru avec l'interne de garde, et on a tout de suite commencé les soins. J'ai voulu lui poser une perfusion, mais au moment d'ouvrir mon chariot, la seringue était déjà là. Pas une seringue ordinaire. Pas de marque. Pas de graduation. Un plastique noir, mat, comme brûlé. Elle n'était pas là 5 minutes plus tôt. Je suis sûre. Et personne d'autre n'avait touché au chariot. Qui a mis ça ici, ai-je demandé à voix haute. L'interne m'a regardé comme si j'étais folle. Mis quoi? Il ne la voyait pas. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant à m'en faire exploser les tempes. J'ai reposé les yeux sur la seringue, elle était remplie d'un liquide sombre, plus épais que de l'eau, presque comme de l'huile sale. Et sur l'étiquette floutée, une seule chose était lisible. S12. S12. Chambre 12. J'ai refermé le tiroir en tremblant. Depuis ce jour-là, la seringue revient. Toujours dans un tiroir. Ou sur un plateau. Parfois même, dans ma poche. J'ai essayé de la jeter. De la brûler. De l'enfermer. Mais elle revient, chaque jour. Elle me suit. Me cherche. Un soir, à bout, j'ai fini par me confier à une infirmière plus âgée, Mama Justine, qui travaillait là depuis plus de 20 ans. Je lui ai tout raconté. Le cri. La chambre 12. La seringue. Elle n'a pas ri. Elle m'a regardé longtemps, puis a murmuré. Tu vois aussi la seringue? C'est que tu es marqué. Marqué? Tu as entendu le hurlement. Tu as vu. Et maintenant elle veut que tu l'aides. J'ai cru m'évanouir. Justine m'a alors révélé l'histoire qu'on ne raconte plus dans l'hôpital. Il y a 15 ans, une patiente psychiatrique, Mademoiselle Bia, avait été internée d'urgence pour des troubles violents. Elle parlait d'un démon dans ses veines. Elle criait à l'aide, mais les médecins la prenaient pour une paranoïaque. Un jour, pendant une crise, ils lui ont injecté un produit expérimental, censé la calmer. La seringue était noire. Elle est morte en convulsant, les yeux grands ouverts. Mais à 3h13 du matin, elle s'est remise à crier. Depuis, la chambre où elle est morte est restée fermée. Et la seringue réapparaît. Elle revient à ceux qui sont ouverts. À ceux qui entendent. À ceux qui voient. Je ne dors plus. Je n'ose plus toucher au chariot. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est ce que je commence à penser parfois. Et si, cette seringue devait être utilisée? Et si elle attendait que je l'injecte à quelqu'un? Ou pire? À moi-même? Je m'appelle Aline. Et la seringue noire est à côté de moi pendant que je t'écris ça. Elle me regarde. Elle veut entrer. Si tu écoutes encore, c'est peut-être que toi aussi tu entends des choses quand tout le monde dort. Peut-être que toi aussi, tu sens cette pression au creux du ventre quand tu passes devant une pièce vide. Mais moi, ce n'est plus un frisson passager. C'est ma vie maintenant. Et je vais te raconter ce que j'ai trouvé. Ou plutôt, ce qui m'a trouvé. Cela faisait bientôt 2 semaines que la seringue noire réapparaissait, chaque jour, à des endroits différents. Je commençais à perdre pied. À douter de ce qui était réel ou non. Alors j'ai décidé de chercher. De comprendre. Je me suis dit que si cette chose me traquait, je devais remonter à la source. Je suis descendue aux archives de l'hôpital, un sous-sol froid, moisi, où plus personne ne va depuis l'informatisation. Des étagères métalliques rouillées, des dossiers empilés à la hâte, certains recouverts de poussière, d'autres partiellement rongés par l'humidité. Je suis restée plus de 3 heures à fouiller. Rien sur une patiente nommée Bia. Rien sur un incident en psychiatrie. Et puis, tout au fond d'une étagère tordue, entre 2 classeurs d'état civil, j'ai vu une boîte scellée avec du fil rouge, comme une offrande oubliée. Aucune étiquette. Juste un marquage au feutre noir, effacé à moitié. S12 interdit. Mon cœur a manqué un battement. J'ai tendu la main. Le fil rouge était vieux, effiloché. Il s'est brisé sans effort. À l'intérieur, un seul dossier. Enveloppé dans une pochette plastifiée trempée de taches brunâtres. Il y avait
Une photo noir et blanc d'une femme émaciée, yeux écarquillés, cheveux plaqués de sueur. Elle semblait fixer l'objectif avec terreur. Un formulaire d'admission manuscrit, BIA, 32 ans. Motif, crise hallucinatoire violente. Entend des voix. Refuse toute injection. Plusieurs pages de comptes rendus médicaux. Des phrases raturées. Des mentions ajoutées dans les marges. Ne pas laisser seul. Parle d'un homme sans bouche. Répète qu'on veut l'ouvrir pour libérer ce qu'il y a en elle. Mais c'est le rapport final qui m'a glacé. Le 13 mars 2008 à 3h13 du matin, la patiente a subi une crise d'une violence inédite. Elle hurlait « Ne m'injectez pas ça. Il va sortir. Il va sortir ». Malgré la contention, elle a été injectée avec le sédatif expérimental numéro 266 OB. Elle a cessé de crier. Mort déclarée à 3h17. Mais à 3h45, les hurlements ont repris. Post-mortem. La chambre 12 a été scellée sur ordre de la direction. Le produit 266 OB a été interdit d'utilisation. La seringue a disparu. Je suis restée figée, les mains tremblantes. Et c'est là que j'ai compris. La seringue noire que je vois depuis des semaines. C'est le produit 266 OB. Et elle ne veut pas que je l'utilise. Elle veut que je le libère. En refermant le dossier, une dernière feuille s'est détachée et a glissé sur le sol. Un mot griffonné à la main, presque illisible. Aline. Si tu lis ceci, c'est qu'il t'a choisi. Ne l'écoute pas. Il te dira qu'il est enfermé. Il te dira qu'il souffre. Il ment. La seule issue, c'est le feu. Je suis remontée. Je suis rentrée chez moi. Et j'ai brûlé le dossier dans mon évier. Mais la seringue est toujours là. Elle m'attendait sur mon lit, posée bien droite sur mon oreiller. Je n'ai rien dit. Je l'ai prise. Et je l'ai rangée dans ma table de nuit. Et je crois que ce n'est pas à moi qu'on a injecté le produit. Je suis le récipient. Et quelque chose bouge en moi. Aujourd'hui, je ne fuis plus. Je sais ce que je suis. Depuis des semaines, la seringue me suit. Elle m'attend dans les tiroirs, dans les couloirs, parfois dans les rêves des autres. J'ai vu ses reflets dans les yeux d'un nourrisson. J'ai entendu son sifflement dans les prises électriques. Elle est partout. Parce qu'elle est en moi. J'ai cessé de lutter le jour où j'ai entendu la voix. Pas un cri cette fois. Une voix calme. Douce. Elle disait. Tu n'es pas malade. Tu es la clé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans l'hôpital vide, comme dans un rêve fiévreux. Les murs transpiraient. Les portes tremblaient. Et au bout du couloir B, la chambre 12 était ouverte. Pas entr'ouverte. Pas forcée. Grande ouverte. Comme si elle m'attendait. À l'intérieur, rien. Un lit sans matelas. Une ampoule rouge, suspendue, qui vacillait. Et, au centre de la pièce, sur le sol, une silhouette assise. Je n'ai pas vu son visage. Juste ses mains. Noires, longues, fines. Et une seringue dans chaque paume. Il m'a tendu celle de droite. Et j'ai su que je n'avais plus le choix. Je l'ai prise. Je me suis injecté le produit. J'ai hurlé. Pas de douleur. De libération. Mon corps s'est tordu. Mes yeux ont vu au-delà du réel. J'ai vu la mort, les abysses, les cris de tous ceux qui ont hurlé à 3h13 depuis des années. Et j'ai compris. Je n'étais pas là pour sauver. J'étais là pour continuer. Le lendemain, ils m'ont trouvée dans la chambre 12. Assise. Silencieuse. Les yeux ouverts, mais vides. Et dans ma main, la seringue noire. Ils ont voulu m'aider. Me soigner. Me transférer. Mais depuis cette nuit-là, le hurlement ne vient plus de la chambre 12. Il vient de moi. Chaque nuit, à 3h13, je hurle pour appeler. Et bientôt, quelqu'un d'autre entendra. Je m'appelle Aline. Et si tu entends ma voix, il est déjà trop tard.